Bienvenue à ce numéro de votre magazine. Ça fait débat, nous sommes en direct. Ça fait débat consacré à une seule thématique avec une fausse entrée. D'abord, la fausse entrée, meurtre de Luca Attanasio, l'ambassadeur italien accrédité auprès du gouvernement congolais. Tout le monde est au courant de ce qui était arrivé, un événement qui a secoué justement l'Afrique et le monde. Les responsabilités, on en parle en prélude. Mais notre thématique principale, c'est donc le gouvernement Lukonde Sama, les partis politiques face à ce qu'on a appelé les critères. Ils sont au nombre de 3. Pour ce débat, 4 invités. Dieudonné Mouchagaloussa, société civile. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Indisponible depuis un certain temps. Bon, on est là. On revient avec force. Et voilà. Vous êtes toujours société civile? Bien sûr, je suis le coordonnateur du panel des experts de la société civile et rapporteur sortant du cadre de concertation nationale de la société civile. Avec Bachombe. Exactement, nous sommes dans les mêmes comités. Société civile au milieu ou Tengama côté FCC ou côté Union Sacrée? Non, ni l'un ni l'autre, puisque notre rôle comme société civile, c'est de faire des analyses conjoncturelles, contextuelles, pour donner des éléments sans passion, pour pouvoir aider les dirigeants à servir de contrepoids de tout ce qui se fait. Et j'en profite pour dire que si vous trouvez un acteur de la société civile qui caresse les pouvoirs dans le sens du poil, il faut vous poser 2 ou 3 questions si réellement il est société civile. Donc, la société civile doit jouer le rôle de l'opposition. Non, pas certainement le rôle de l'opposition, mais il doit jouer le rôle de juste milieu. Ce qui est bon, on doit dire que ça c'est bon. Ce qui est mauvais, on doit dénoncer. Mais également, on doit encourager en faisant également des propositions constructives pour la bonne marche de l'État, mais surtout, en toile de fond, l'amélioration des conditions de vie de la population. Je sais pourquoi j'ai pris assez de temps avec vous. Vous avez compris qu'on était en train d'arranger la logistique juste à ma gauche. Alain Bolodjoa, nouvelle opposition politique. Nouvelle classe politique de l'opposition. Mais vous êtes très proche de Fadenhouse. Exact. C'est-à-dire de Martin Fayoulou, Lamouka. Oui. Pur et dur. Exactement. Et puis, Alain, plutôt Claudel Chikambanawej, membre, voilà, plus analyste politique, mais il n'a pas encore dit son dernier mot du côté du FCC, qui n'est pas encore requiem. Bienvenue, Claudel. Merci beaucoup et merci pour l'invitation que vous nous avez toujours adressée. C'est avec un plaisir que je vous retrouve. Merci. Et puis, le dernier qui nous rejoint, c'est Ewing Yanda, exceptionnellement aujourd'hui. On a compris que c'était un exercice laborieux. Vous êtes en vol, vous êtes Union Sacrée. Effectivement, absolument. Nous sommes en vol, nous sommes Union Sacrée. Et Cash, ça existe encore? Je ne crois pas. Et voilà, nous allons ouvrir justement ce débat avec cette fausse entrée, meurtre d'Attanasio, les responsabilités. Je voudrais commencer par Alain Bolodjoa. L'autorité morale de votre regroupement politique, votre courant politique a fait une déclaration. On peut l'appeler autorité morale, Fayoulou, Martin? Bon, je ne pense pas que nous pouvons avoir des autorités morales dans des organisations politiques. Parce que là où il y a les ambitions, on ne peut pas avoir une autorité dite morale, surtout pas dans l'opposition qui est plurielle. D'accord. Alors, les responsabilités à votre niveau, vous avez également suivi le ministre italien des Affaires étrangères. Bon, moi je crois que c'est une question que nous devons traiter avec beaucoup de tact. Parce que généralement, lorsqu'on tue un ambassadeur dans votre pays, c'est une manière de déclarer la guerre aux pays concernés. Et fort malheureusement, nous sentons que la question est traitée avec autant de légèreté au niveau interne. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on va établir des responsabilités, je ne vois pas comment le gouvernement ou sinon les institutions en place vont s'en sortir. Parce que nous devons savoir que l'État congolais a l'obligation de sécuriser, que ce soit ses citoyens, que ce soit le citoyen du monde qui fréquente notre espace. Et fort malheureusement, le système a été défaillant.
il y a eu 3 personnes qui ont été tuées. Ça s'ajoute à tout ce que nous avons démembré comme de morts. Parce que je voudrais rappeler ici, nous avons connu plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées dans notre pays. Ce qui sous-entend qu'un mort de plus, c'est un mort de trop. Ce qui m'a plus écœuré, c'est l'attitude un peu irresponsable de ces partis politiques qui est l'UDPS, de voir qu'ils ont déployé leurs adeptes au niveau de l'opinion pour chercher à saper l'image de toute une nation, justement, en prenant des approches qui tendent vers une forme de dérive des raisonnements. Ils ont voulu faire voir à l'opinion que l'Italie ne pouvait pas fustiger le fait qu'il y a eu son ambassadeur qui a perdu la vie. Et bien ça, je trouve, c'est quand même écœurant. Parce que le souci du Congo devait plutôt être celui de lancer, ou sinon de mettre sur pied, une enquête indépendante pour que nous arrivions cette fois-là à dégager des responsabilités. Si le gouvernement n'est pas directement impliqué, mais au moins il a la responsabilité de sécuriser tout le monde. Et nous souhaitons assez que la question soit traitée avec beaucoup de subtilité parce qu'il s'agit là d'une question assez sensible, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de maladresses. En suivant ce qui a été dit par le conseiller spécial de M. Félix Tshisekedi, eh bien, il y a des gens qui tentent de faire des corrélations et ça serait imprudent de leur part de traiter cette question avec autant de légèreté. Et voilà. Lieutenant Mouchengalous, au niveau de la société civile, vous êtes un des notables du Grand Kivu. Vous avez suivi l'évolution de la situation et en particulier la déclaration du ministre italien des Affaires étrangères. Apparemment, c'est le PAM et la MONUSCO qui avaient fait déplacer, l'ONU qui avait fait déplacer l'ambassadeur dans cette partie du pays, une zone rouge, sans pour autant collaborer avec les autorités congolaises. Donc le PAM et la MONUSCO qui sont pointés du doigt. Votre réaction la plus rapide? Oui, la réaction la plus rapide se résume à 3 éléments, mais en prélude, il faut présenter les condoléances à la famille de l'ambassadeur qui vient de laisser une veuve avec 3 enfants. C'est dommage, c'est regrettable. En deuxième lieu, il faut souligner effectivement que tout le monde connaît, le monde entier connaît que la zone est, spécialement le nord Kivu, c'est ce qu'on appelle le couloir ou le triangle de la mort de ce côté-là. Donc, on devrait prendre toutes les dispositions nécessaires, que ce soit du côté de l'ambassadeur qui a décidé de se déplacer. Il devait d'abord prendre des dispositions à son niveau pour pouvoir avertir, pour se rassurer, parce que c'est connu de tout le monde qui ne sait pas qu'au Nord Kivu, il y a une guerre, il y a des assassinats, il y a des meurtres, il y a tout ce que nous pouvons décrire, des milliers de morts qui sont en train d'être connus depuis un certain nombre d'années, mais personne ne se soucie de cela. C'est vraiment dommage, on regrette la mort de cet ambassadeur qui est encore trop jeune, mais également ça va permettre au monde entier finalement de savoir que cette zone, elle est réellement une zone dangereuse. Mais du côté du gouvernement, il faut quand même signaler 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'on ne peut pas quand même laisser un ambassadeur aller dans une zone pareille sans pouvoir prendre des dispositions pour sa protection, pour sa sécurité. Même si on peut dire qu'il n'y avait pas une note verbale, peut-être les enquêtes vont finalement nous donner plus de lumière si un ambassadeur peut se déplacer sans avoir une note verbale du côté du ministère des Affaires étrangères. Mais il y a les services de sécurité. On ne peut pas accepter qu'un ambassadeur se déplace sans que les services de sécurité, et au niveau national et au niveau provincial, ne puissent pas être informés. Les services de sécurité... Est-ce que le PAM avait informé les services compétents? Non, moi je ne veux pas prendre d'abord du côté des PAM. C'est parmi les questionnements. Oui, c'est parmi les questionnements. Je peux dire que le PAM peut-être a fait une erreur, la MONUSCO, les Nations Unies, mais les services de sécurité de notre pays, sachant les rôles, sachant quelles vont être les conséquences, comme vient de le dire mon co-débatteur ici, de la mort d'un ambassadeur sur un territoire congolais dans des conditions pareilles, c'est que ça va avoir comme répercussion sur nos relations avec l'Italie, mais c'est que ça va avoir encore comme répercussion sur l'image du chef de l'État, sur l'image de notre pays, et surtout qu'un fait anodin, il n'y a pas plus d'une semaine, 2 semaines, que la présidence de la République ou les forces armées venaient de déployer des milliers de soldats au Katanga de la Gère. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déplacé ces milliers, on n'a pas envoyé ces militaires du côté de l'Est, mais on les a envoyés au Katanga où la situation sécuritaire est moins fragile que celle du Nord Kivu. Voilà donc un élément qui, beaucoup de gens n'attirent pas beaucoup d'attention sur ça, mais ça va être un élément sur lequel on va se questionner plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a une négligence
du côté de l'État congolais à rétablir la sécurité à l'est du pays. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il faut le signaler, en toute franchise, les services de sécurité n'ont pas eu l'occasion de faire leur travail. C'est incroyable qu'un ambassadeur se déplace de Kinshasa, arrive au nord Kivu, arrive au sud Kivu, il rentre sans qu'on puisse prendre des mesures d'anticipation sur sa sécurité. À la limite, avant de se déplacer, on pouvait lui dire non, cette zone est dangereuse, il ne faut pas y aller. Les services de sécurité n'ont rien fait. Et donc, ça va se porter de ce côté-là. Mais également, un élément qu'il faut signaler. Pourquoi vous avez une analyse penchée alors que les services compétents, même Cassivita et les autres ont dit, ils n'ont même pas été mis au courant de la présence du diplomate Effectivement, est-ce que les services de sécurité ont besoin d'être mis au courant? Ou bien ils doivent avoir la capacité d'anticiper sur des actes pareils? Surtout pour un ambassadeur. Un élément aussi important, il n'y a que dans notre pays, et ça c'est la faiblesse de l'État, où on peut permettre aux ambassadeurs d'aller où ils veulent. Nous avons vu et notre ambassadeur quitter Kinshasa, se retrouver à Minembwe dans des conditions. Donc on a comme l'impression que l'État congolais a une faiblesse vis-à-vis des ambassadeurs. Claudel. Et qu'on a des ambassadeurs qui sont devenus des gouverneurs généraux qui peuvent se déplacer comme ils veulent sans pouvoir informer et le pouvoir et les services de sécurité Claudel, et prendre d'autres dispositions. Est-ce qu'il est interdit à un ambassadeur de se déployer sur les territoires du pays auprès duquel il est accrédité? Une précision importante, parce que la société civile voit cela de mauvais œil. Voilà comment des ambassadeurs se déplacent sur notre territoire. Bon, il y a, d'abord je salue tous les co-débatteurs sur ce plateau, merci pour la question. Il y a des pratiques au niveau de la diplomatie et au niveau même du ministère des Affaires étrangères qui veulent que le ministère des Affaires étrangères pratiquement coordonne l'action. Et vous verrez même qu'aujourd'hui, si vous invitez, si un service de l'État tient à inviter un ambassadeur, généralement, on demande à ce que ça passe par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, il y a des pratiques qui sont consacrées et qui veulent que les ambassadeurs soient traités d'une certaine manière particulière. Maintenant, au-delà de cela, un ambassadeur qui voudrait maintenant se déplacer, mais cela doit obéir aux normes d'abord basiques. Est-ce que vous savez que vous-même, ici, si vous quittez, vous arrivez à Goma, l'État congolais sait déjà que vous êtes à Goma parce que vous vous faites enregistrer au niveau de la DGM, que ce soit au départ, que ce soit à l'arrivée. Est-ce que mais maintenant, les personnalités diplomatiques, est-ce qu'elles passent par la DGM? Vous n'avez qu'à le voir ici en Djili. Lorsqu'il débarque, c'est le salon diplomatique. Les formalités se font là-bas. Est-ce que je voudrais justement y arriver. Elles sont soumises, les personnalités diplomates sont soumises à cet exercice? Je voudrais y arriver justement. Oui. C'est que la personne, quelle que soit la qualité de la personne qui se déplace, elle passe les formalités. La DGM est également concernée dans la mesure où, même ceux qui sont au salon diplomatique, vous allez remarquer qu'on vient prendre leur passeport. C'est comme ça que vous allez remarquer que telle autorité a été empêchée de voyager, parce que la DGM doit être au courant, l'ANER est au courant de qui se déplace et il va où exactement. Mais maintenant, il faut quand même noter aussi une chose, c'est que on peut bien entendu un peu noter qu'il y a eu une sorte de relâchement, un peu, on a peut-être dit cet ambassadeur n'avait pas été très suivi, mais il faut quand même décrire aussi un certain comportement justement de ces corps diplomatiques, dans la mesure où, lorsqu'ils passent leurs actions ils font des actions philanthropiques, bien des actions caritatives, et vous noterez que l'Italie, parce que là il faut qu'on se le dise clairement, l'Italie avait ciblé des actions à faire à caractère philanthropique, et ces actions devaient passer par le PAM. Et l'ambassadeur d'Italie voudrait justement donner l'image de son pays comme étant un pays qui pose des actions à caractère social en RDC, et il voulait accompagner cela. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait en compagnie des officiels congolais? Parce que vous savez que si c'était pour le PAM, qui est un programme qui lutte contre la faim, vous savez que nous avons au niveau du ministère de la Santé publique le correspondant qui est notamment le PRONANUT, le programme national de la nutrition. Il y a également beaucoup de programmes qui pouvaient l'accompagner. Mais maintenant, mais au-delà, il y a quand même à se questionner comment est-ce qu'un ambassadeur, parce que lorsqu'il arrive à Goma, il est obligé d'être accueilli, il doit être pris en charge. On doit lui poser la question de savoir, vous venez faire quoi à Goma? Et la question qu'on lui pose, c'est que vous allez rester pendant combien de temps? Et même s'il ne voudrait pas qu'on sache ce qu'il fait, il y a toujours un ou deux agents des services de sécurité
qui sont là pour surveiller ces mouvements. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des personnalités, il veut quitter une ville, on l'arrête tout de suite pour dire, vous vous engagez sur une route dangereuse, vous allez faire quoi de ce côté-là? Attention. Vous savez que, je vais terminer par un élément important, lorsque vous êtes à Béni, et que vous voulez quitter Béni pour aller à Oicha, il y a le célèbre endroit où le général Mamadou Ndala avait été tué. On vous pose chaque fois la question, on vous dit, attention, vous vous engagez sur une route dangereuse, et qu'à tel endroit, c'est là où le général Mamadou Ndala avait été tué. Et donc, il faut prendre toutes les précautions possibles avant de pouvoir s'engager sur cette voie. Et donc, nous pensons que les responsabilités sont partagées et qu'il faudrait maintenant, aujourd'hui, tirer toutes les conséquences. Mais ici, je voudrais également saluer quand même la mesure qui a été prise par le chef de l'État avec la réunion qui a été organisée. C'est qu'on a dû évaluer la situation. Là où il y avait des failles, c'est qu'on a durci les mesures. On ne quitte plus Kinshasa pour se rendre à l'intérieur du pays sans pouvoir non seulement signaler, mais sans avoir l'autorisation. Ça ne se fera plus. Et je crois que c'est une mesure qui vaut la peine d'être saluée. Nonobstant, je vois mon ami de l'opposition qui voit tout en noir, qui est en train d'hocher la tête de ce côté-là, comme si le chef de l'État ne devrait pas prendre cette mesure-là. Alors, Wing, dites-nous, vous avez suivi certains médias en Europe, principalement les médias français, eh bien, avec des analystes qui sont connus, parce que omniprésents sur vos petits écrans, comme Gauthier et les autres, on laisse l'affaire à côté, on dit, tu sais qu'il devait, lui, aller mourir dans l'Est parce qu'il avait promis d'aller mourir dans l'Est. Pourquoi c'est l'ambassadeur qui est allé mourir? Et puis on évoque le débat qui est omniprésent à l'hôtel Fadenhaus, la vérité des urnes. Et puis voilà, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'ONU, parce que le PAM, c'est l'une des agences des Nations Unies, du système des Nations Unies, et la MONUSCO est présente avec les troupes de plusieurs pays ici. Comment la MONUSCO et les PAM, donc en général l'ONU, est incapable de sécuriser un diplomate qu'ils ont fait déplacer de Kinshasa jusque dans le Nord Kivu et arriver jusqu'à ce drame? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est tramé là-bas? Merci beaucoup, M. Fabien, pour la question. Je voudrais d'abord ici présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre frère congolais, chauffeur de PAM, qui a été tué dans ce drame, mais aussi à 2 Italiens, notamment l'ambassadeur de l'Italie en RDC, qui, il faut dire aujourd'hui, vous avez parlé de quelqu'un qui parle sur des chaînes internationales. Il y a des gens qui profitent de la situation meurtrière qui s'est passée à l'est du pays pour la récupérer au niveau politique. Vous parlez ici des gens qui commencent à insulter alors le chef de l'État, alors qu'il n'en est pour rien. Monsieur Fabien, moi je vous en Italie, ambassadeur ou pas, nous devons nous promener avec le papier. Allez ici en Afrique du Sud, voyez comment les étrangers sont traités. Donc on ne peut pas accepter. La vérité dans cette histoire, c'est que les responsabilités sont effectivement partagées. On ne peut pas accepter que quelqu'un se pavane sur le territoire national. C'est pas pavané quand même. Alors un étranger, c'est que les autres ne peuvent pas faire ailleurs. Vous êtes en Afrique du Sud ici, vous êtes obligé, même à la toilette, à avoir votre passeport dans la poche. Et donc, ici, il faut dire que l'ambassadeur italien, dont je salue d'ailleurs la mémoire ici, pour des questions purement diplomatiques, je dis qu'il est quand même allé au-delà, à arriver jusqu'à dans une zone. Voyez le véhicule qu'il y avait, parce qu'il faut faire des analyses. Je vois ici des gens vouloir récupérer ça sur le plan diplomatique, les gens vouloir jeter cette mort sur le dos de Tshisekedi, mais vous avez un ambassadeur qui se déplace avec 2 véhicules seulement. Et combien d'agents de sécurité étaient dans ce véhicule? Donc il est, en fait, il faut dire que c'est quelqu'un... cet ambassadeur, avec son épouse, c'est des gens qui ont aidé nos compatriotes dans les milieux ruraux et tout ça, mais seulement que l'ambassadeur lui-même ne pouvait pas oser se déplacer dans une zone aussi réputée pour l'insécurité, avec... Et un autre élément, c'est que cet ambassadeur n'a pas fait confiance à nos forces armées. Parce que quand vous voyez même dans sa délégation, il n'y a pas de FARDC dans cette délégation. Il fait confiance à l'ONU et finalement, on se rend compte que l'ONU, pour qui il a fait confiance,
ne l'a pas sécurisé comme il faut. Un autre élément. Au-delà de ça, laissez-moi analyser et j'en arrive. Au-delà de ça, vous avez des gens comme le gouverneur, autorité provinciale, qui ne reconnaît pas la présence d'un ambassadeur dans la province. Et ça c'est dangereux. Est-ce que vraiment, est-ce que Kassivita, c'est un gouverneur digne pour le Nord Kivu, une province stratégique, et déclarer l'ambassadeur est sur son territoire, ça, c'est un danger dans pour sa la province, République. il n'est pas au courant que l'ambassadeur est arrivé Ça, c'est chez lui. vraiment un danger pour la République et une lâcheté de la part d'une autorité provinciale et surtout la lâcheté de la part de nos services, de l'ANR, de la DGM. De la DGM et de services de renseignement militaire. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir finalement de brigands, on peut avoir de bandits ou des islams en fait sur des islamistes ou des des terroristes, en voilà. fait, j'allais dire, Oui. sur le territoire national, alors qu'ils ne sont pas identifiés. Alors on Et donc, termine. il y a faille au niveau et de Kinshasa où l'ambassadeur a quitté parce qu'on devait savoir sa mission à l'est du pays, mais surtout il y a grande faille pour moi au niveau du Nord Kivu. C'est où le plus gouverneur- la DGM au niveau de Kinshasa et du Nord Kivu qui n'ont pas fait rapport avec promptitude ou en temps réel de la présence de ce diplomate. Alors, Exactement. dans l'évolution de la situation, on apprend que le chef de la diplomatie italienne a donc essayé de dédouaner Kinshasa pour dire que Kinshasa n'est pas engagé dans cette affaire. Directement, c'est le PAM et la MONUSCO. Vous avez appris ça. Exactement. Il y a des gens, Alors, Kinshasa peut pousser un ouf de soulagement? effectivement, il y a des gens à la première heure qui ont fabriqué un fake news, l'attribuant au gouvernement italien, mais en fin de cause, vous comprenez que l'ambassadeur est mort de sa propre mort, en fait, à l'est du pays, alors que le gouvernement congolais n'était ni Il a été informé- assassiné. Et puis voilà, il a été assassiné. n'était ni informé de sa mission à l'est du pays. Il a été Je assassiné. crois qu'aujourd'hui, il faut saluer les mesures qui ont été prises par les autorités à la Merci. fois diplomatiques. et On de aborde ce sujet, le gouvernement Lukonde, les partis politiques face justement aux critères. Alain Bolodjoa, probité morale, on dit que pour certains, ça doit être le premier critère. Et de deux, Expérience. les compétences et l'expérience. Au niveau de la nouvelle classe politique, comment avez-vous accueilli ça? Est-ce que les partis politiques, est-ce que c'est juste, comment on appelle, des critères qui peuvent créer des soucis? Bon, en tout cas, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir ou réagir un peu par rapport à ce qui a été dit. Non, on a terminé l'affaire de Oui, mais l'ambassadeur. je vais faire l'économie de meurtre. mon temps, juste placer un mot pour éclairer la lanterne de notre ami de l'Union dite sacrée. Ce qui est vrai, c'est que pour qu'un ambassadeur se déplace, ce n'est pas le tout premier vice-premier ministre en charge des affaires étrangères dans ces pays. Pour qu'un premier ministre se déplace, un ambassadeur se déplace, l'ambassadeur n'a pas pour mission ou pour obligation d'aller informer l'ANR, d'aller informer l'administration. C'est le ministre des Affaires étrangères qui informe son collaborateur ou sinon le membre du gouvernement qui est chargé de la sécurité. C'est ça la procédure. Et fort malheureusement, ça n'a pas été fait. Est-ce que vous n'êtes pas à côté de ce qui se fait? Non, généralement, lorsque l'ambassadeur veut se déplacer, il s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Est-ce que l'a-t-il fait? C'est le ministre des Affaires étrangères qui est censé informer au ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur est supposé informer le gouverneur. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est ça la pratique. Mais l'ambassadeur Et fort malheureusement, dans votre République actuelle, eh bien, tout s'est fait en Dans désordre. votre République? Vous n'êtes pas de cette effectivement, République? Non, du tout. Comment vous moi, je parlez suis comme dans... un étranger? Non, attendez. Ils ont créé leur propre République avec leurs normes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous On avons revient au des sujet. sérieux Critères. Aujourd'hui, on nous lance dans un débat stérile. Vous allez vous rendre compte que nous allons discuter justement sur un pouvoir qui apparaît inutile de mon point de vue, justement parce que ça a été mal acquis. On pose des critères pour sélectionner ou sinon faire les castings de membres du gouvernement, alors qu'on devait commencer par le Premier ministre.
Parce que lui aussi a une part de responsabilité dans le bilan des 18 ans de Kabila. Il a eu à assumer de fonctions. Et pour lui, on n'a pas fixé ces principes-là. Et ce qui est aberrant, lorsque vous posez le principe de la compétence et de l'expérience, vous excluez automatiquement l'UDPS. Parce que l'UDPS, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont expérimentés, qui ont eu à travailler quelque part, parce que la quasi-majorité de membres de l'UDPS ont fait 37 ans dans l'opposition et pour la plupart n'ont jamais travaillé. Ce qui veut dire que vous allez exclure tous les membres de l'UDPS. Et de l'autre côté, la probité morale. Pensez-vous vraiment que vous allez trouver la probité morale dans des groupes tels que FCC, Dissident et Ensemble qui ont eu à gérer avec Kabila pendant des années? Parce qu'en principe, pour jauger la probité morale, on devait plutôt commencer par l'audit. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu à travailler pendant des années, qui ont eu à détourner, et fort malheureusement, il n'y a pas eu d'audit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous risquez de prendre de mauvais gestionnaires d'hier, justement parce qu'il n'y a aucun soubassement. Voilà pourquoi nous disons, le problème c'est que M. Félix Tshisekedi n'avait pas besoin de mettre sur pied de bonnes institutions. Pour lui, le souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il veut faire semblant de mettre en place un gouvernement, et au même moment, il va créer un gouvernement parallèle au niveau de la présidence, et tous ceux qui seront nommés vont faire de la figuration, et au finish, le peuple ne va pas se retrouver. Monsieur Wing, directement une réaction rapide avant de revenir à la société civile. D'abord les politiques, oui. Bon, écoutez, moi je crois qu'ici, il faut éviter le débat politicien. Ici, le Premier ministre a placé le critérium. Nous parlons du nouvel échiquier politique, mais le Premier ministre place ces critériums, en fait, dans la moralité, avoir l'intégrité, de la compétence, mais de l'expérience de candidat. Avoir la moralité, cela signifie quoi? Effectivement, parce qu'on sait que les casiers judiciaires, on peut l'obtenir. Avoir de la bonne moralité. De la manière dont je voudrais d'abord ici, moi, m'atteler sur la compétence. Et dans la compétence, parce que ce sujet ressemble un peu à celui dont j'ai participé hier dans une conférence du Forum national de la jeunesse organisé par M. Katengo, qui a été animé par le prof Njoli, qui parle de comment, parce qu'on parle de l'expérience aujourd'hui. En fait, M. Alain a voulu soulever quelque chose de plus important de ce qui a été dit hier, qui fonde mon émission d'aujourd'hui, en fait mon intervention sur la question. Je suis édifié parce qu'on en a parlé dans cette conférence où j'ai participé, où je salue d'ailleurs l'initiateur Patrick Katengo. Et donc, on parle de l'expérience. Mais si vous ne donnez pas l'expérience aux gens pour la première fois, comment ils l'auront? Je suis de ceux que, je ne sais pas, je pense que mon co-débatteur Claudel va peut-être s'opposer à moi. Je suis de ceux qui aujourd'hui disent ces histoires dans les entreprises d'avoir 5 ans d'expérience sont des histoires totalement fausses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, les engagements se font comment? Vous avez le Premier ministre comme il est, je ne dis pas que c'est le cas. Bon, il a un de ses petits de confiance, il le met au gouvernement comme ministre. Vous avez nos institutions politiques qui sont aujourd'hui essentiellement composées de quelques familles seulement. Vous avez une famille où vous trouvez 4 membres des institutions publiques. C'est ça la compétence dont on nous parle. Donc la compétence, c'est quoi en RDC? C'est qu'on est député national, on est élu sénateur, on prend son fils, on le met comme député national. Bon, il a maintenant la compétence de député national, il a de l'expérience au fait, et on dit que celui-là a de l'expérience plus que les gens qu'on n'a pas choisis. Mais que dire des arrières congolais qui sont dans les arrières milliers, qui n'ont ni oncle ni qui pour les embaucher? Le critérium au fait de l'union sacrée doivent se placer sur... Moi, je crois que le Premier ministre et le chef de l'État doivent aller au-delà d'interviewer chaque candidat à chaque poste. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables de maîtriser leur milieu. Ministre de la Jeunesse, est-ce que avez-vous une sélection rigoureuse avec des étapes jusqu'à l'interview? Il faut qu'on aille jusqu'aux interviews de ministres nationaux. Donc, vous êtes ministre de la Jeunesse. Est-ce que, messieurs, avez-vous déjà entretenu des jeunes? Avez-vous déjà réuni des jeunes? Quand vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas dans le critère, on vous balaye. Il faut aujourd'hui encourager des gens qui sont forts, qui ont des compétences et des techniciens pour aujourd'hui répondre essentiellement aux besoins de Congolais. Claudel, est-ce que
le Premier ministre Sama Lukonde, en fait, il sera bien sûr devant le choix, les propositions des partis et regroupements politiques. Même si on dit par poste 3 noms, il va faire le choix. Mais comment saura-t-il que ce sont des bonnes personnes, avec une bonne moralité, avec compétence, avec expérience? Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que le Premier ministre ne fait pas le choix en s'enfermant dans une pièce. Il y a des renseignements qui lui sont donnés par les services d'intelligence. Ça veut dire, lorsque vous mettez le nom de Claudel Chikamba, il a déjà, c'est vrai, produit un CV, il a produit tous les éléments possibles, mais on va poser la question, notamment au service d'intelligence. Mais ce monsieur a quelle moralité? Il vit comment dans la cité? Il se comporte comment? En principe, c'est comme ça que ça devrait se passer, pour éviter ce qu'on appelle en sciences politiques la kakistocratie. La kakistocratie, ça veut dire former un gouvernement de personnes qui sont médiocres tout simplement, avec un résultat qui sera nul. Mais je crois que le Premier ministre actuel, Sama Lukonde Kenge, qui est une personnalité que moi je connais personnellement bien, qui est réputée rigoureuse, va plutôt se comporter comme un logiciel philosophique nouveau qui va travailler en se basant sur les résultats ainsi que qui est attendu avec une bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous avez des défis énormes. On a parlé de la moralité, de la compétence, mais il y a également un élément important. C'est aussi, vous avez suivi, je crois, les femmes, avec le genre. Le gouvernement qui part, le gouvernement de Ilunga Kamba, a eu 53 hommes, mais seulement 12 femmes. Lorsque vous faites le ratio, c'est 18%, ce qui pêche complètement avec ce qu'on appelle la parité. Il y a eu 12 femmes. Il y a eu 12 femmes, 53 hommes, donc sur 65 membres, 12 femmes, et donc le ratio donne 18% seulement. Combien de jeunes? Et donc, vous avez eu quand même beaucoup de jeunes, vous avez les Billy Kambale, vous avez Germain Kandinga, les Félix Momat et beaucoup de jeunes. Et donc, aujourd'hui, la vraie problématique que le Premier ministre a devant lui, c'est de pouvoir dénicher une équipe qui va lui permettre essentiellement de pouvoir répondre aux besoins de la population qui sont généralement en antagonisme avec les besoins de la classe politique. Aujourd'hui, la classe politique congolaise, depuis un certain temps, ses besoins fondamentaux se résument autour de la survie politique. Alors que les besoins de la population se définissent autour de 10 choses. Vous avez, parmi les 10 choses, je ne vais pas les énumérer ici, vous avez notamment accès aux soins de santé, vous avez l'éducation de base, vous avez également l'eau et l'électricité, vous avez en fait tous les besoins fondamentaux qu'il faudrait résoudre, qui constituent en fait aujourd'hui les préoccupations de la population. Et donc il y a cette sorte de dichotomie qu'il faut résoudre. Et donc le Premier ministre, Sama Lukonde, je répète que c'est quelqu'un que je connais bien et que je sais qu'il sera à la hauteur de la tâche, va devoir répondre à cette problématique-là. Alors, hier, heureusement qu'on a participé à une conférence organisée par le Forum national de la jeunesse. Il faut féliciter qu'en tout cas ce forum avec M. Patrick Katengo, qui a organisé un forum où on a retrouvé un grand professeur d'université connu d'ailleurs, le professeur Jacques Njoli, qui a relevé quand même un problème essentiel aujourd'hui. C'est que d'ici à l'horizon 2040, nous aurons dans ce pays 41 millions de jeunes. Et ces 41 millions de jeunes, aujourd'hui, pour la plupart, n'ont tout simplement pas d'emploi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le gouvernement, lorsqu'il doit obéir notamment à l'article 36 de la Constitution, à savoir protéger les Congolais contre le chômage, devra répondre à toutes les questions d'ordre social qui se posent. Et donc, s'il faudrait sélectionner des personnes, il ne faudrait plus faire comme ce qu'on fait, parce qu'on sait généralement quels sont les critères. Il faut appartenir à un regroupement ou bien à un parti politique. Il faut être soit dans le choix du chef de l'État, il faut être soit quelqu'un qui a été recommandé par une grande institution, une grande entreprise, ou bien par quelqu'un d'influent. Si nous sortons de ces sentiers qui sont connus, on pourrait avoir effectivement une équipe de personnes qui vont réellement répondre. Alors, je voudrais terminer quand même par un mot, je ne voudrais pas laisser passer ça, c'est ce que mon co-débatteur qui est devant moi a dit qui est tout à fait faux. Lorsque vous dites qu'à l'UDPS, il y a des personnes, il n'y a pas de personnes qui sont compétentes, moi, je ne voudrais pas faire l'avocat de l'UDPS sur ce plateau, mais je vous dis que c'est faux. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Monsieur Fabien Mutombo Kankato, qui est aujourd'hui directeur général de la SNCC, eh bien, c'est une personne qui a évolué pendant plus de 25 ans dans la SNCC et qui a gravi tous les échelons jusqu'à être directeur d'approvisionnement. Et donc, vous notez... Il est membre de l'UDPS. Il est membre de l'UDPS. Il est membre de l'UDPS voilà. Et député
élu de Lubumbashi 2 fois. Et donc, vous noterez qu'il y a des exemples qui sont légion. Je voudrais quand même que lorsqu'on vient dans un débat aussi sérieux, qu'on vérifie quand même les informations qu'on apporte à l'opinion et à la population qui nous suit. Un administratif ne peut pas faire la politique. Merci Claudel. C'est juste un rappel. Je vous dis qu'il est agent de l'entreprise. Il est agent de l'entreprise. Je vais donner Mouchagaloussa. Il est agent de l'entreprise, il n'est pas administratif, il est agent de l'entreprise. Je vais donner Mouchagaloussa, c'est à lui la parole. Je vais donner à la société civile. Comment avez-vous accueilli les 3 critères, compétence, expérience et probité morale? Est-ce que les partis politiques vont réellement répondre à ces critères? Wing, apparemment, je le vois dans sa peau de disciple de Saint Thomas. Alors dites-nous. Merci beaucoup Fabien. Je voudrais avant toute chose féliciter, je n'ai pas eu l'occasion de féliciter avec votre indulgence une seconde pour féliciter le Premier ministre qui a été nommé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autant plus que la nomination d'un jeune à ce poste, je me permets de le dire jeune parce que nous prônons la rénovation de la classe politique. Et donc, nous devons saluer cela. Et pour cela, il a tout notre soutien, il a tout notre accompagnement. Nous le félicitons, nous l'encourageons et nous pensons qu'il va faire quelque chose. Ce pays a été toujours dirigé par des jeunes. Oui, cependant... Depuis Kasavubu, Lumumba, Mobutu, jusqu'aujourd'hui, même si certains se sont intermisés aux affaires, ce pays est toujours dirigé par des jeunes. Vous voulez comparer ça à notre PP ? Bon, voilà. C'est vous qui faites cette comparaison. Alors, cependant, il y a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions que je me pose sur ces critériums-là que vous venez de citer, sur la réussite de ces gouvernements, sur ce qu'ils doivent faire. Je suis un peu pessimiste. Parce qu'au niveau de la société civile, ce qui nous intéresse serait de nous dire, de nous présenter une vision, qu'est-ce que ce gouvernement va donner au peuple, qu'est-ce que ce gouvernement va apporter comme changement avant de pouvoir passer à la désignation des membres que moi je considère comme un remplissage qu'on va faire. D'autant plus que le gouvernement va obéir au poids des partis politiques. Observez d'abord ce qu'il faut, fausse d'abord les calculs. Le Premier ministre lui-même qui vient d'être nommé, il vient d'un parti politique conflictuel ACO. ACO qui est un parti politique conflictuel tout simplement parce qu'une partie d'ACO a viré pour aller dans l'Union sacrée et c'est là où on va aller prendre le Premier ministre pour le nommer en créant déjà un conflit dans son propre parti. Donc la suite va aller de la même manière. Quelqu'un qui n'est pas de l'Union sacrée, même s'il est d'une compétence avérée, même s'il est de la probité morale, même s'il a une expérience avérée, ça va être difficile de le choisir. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut considérer, même les partis politiques ACO, il a combien de députés nationaux ou provinciaux? Il n'y a que 2 députés sur ce parti, à moins que je puisse me tromper, les collègues co-débatteurs peuvent m'aider ici. Et donc, si on prend déjà un Premier ministre qui vient d'un parti conflictuel, d'un parti qui a seulement 2 élus, alors que la formation du gouvernement devrait obéir au poids et à la représentation des députés nationaux, ça pose déjà des problèmes. Et donc, si les autorités morales, entre guillemets, ou les responsables des partis politiques qui sont en train d'être consultés, présentent des candidats qui ne vont pas être acceptés, on va attendre le Premier ministre à l'investiture de ce gouvernement, mais aussi dans la suite des actions que le gouvernement va mener au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, certains députés, certains partis politiques qui ont des poids de représentants nationaux vont se sentir frustrés et vont commencer déjà à créer les bateaux dans les roues vis-à-vis de ces gouvernements. C'est ce qu'ils vous ont dit? Non, c'est ce qui va se faire, Fabien. C'est ce qui se fait. Comment vous affirmez comme ça gratuitement? C'est clairement, si un parti politique a autant de députés nationaux, il présente ses candidats, vous les refusez. La bonne manière, les politiciens n'ont pas de cœur. La bonne manière de pouvoir régler les comptes au Premier ministre, ça sera l'attendre au niveau de l'investiture du gouvernement, ça sera l'attendre aussi des questions orales, ça sera créer des motions et ainsi de suite. Et donc, ce gouvernement, je ne vois pas en train de réussir. Le deuxième élément. Donc, regardez, vous voyez dans votre écran prophétique l'échec de ce gouvernement. Non, je suis en train de donner... on peut dire, Mouchagaloussa, prophète de la nation. Je ne suis pas prophète de la nation, mais je suis en train de faire, comme je vous ai dit, au niveau du panel des experts, nous faisons des analyses contextuelles et conjoncturelles. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on va échapper à cela. Si quelqu'un qui a 12 députés, il présente un candidat, même s'il ne remplit pas ces critères que nous venons de citer ici, et que le Premier ministre refuse de les nommer, c'est-à-dire le président de ce parti politique et tous les députés vont se sentir frustrés et ils vont régler les comptes et au Premier ministre et au gouvernement et à la suite de sa politique. Ça, c'est un élément. Laissez-moi parler d'un deuxième élément. Le deuxième élément, pourquoi Fabien... vous ne pouvez pas en parler en termes d'hypothèse?
Oui, ok, bon, on y va. L'histoire nous donne... Avec beaucoup de réserves. Non, l'histoire nous donne... Si c'est le contraire qu'on va vivre, vous risquez de paraître un faux prophète. Non, l'histoire nous donnera raison. Sinon, ils ne consulteraient pas des partis politiques avec leurs autorités morales. Ils pouvaient directement passer à la nomination, mais ils veulent avoir leurs avis. Deuxième élément qu'il faut considérer, c'est le contexte dans lequel nous sommes des lignes sacrés. Je pense personnellement, je vais dire quelque chose peut-être que beaucoup de gens n'ont pas le courage de le dire. Je ne pense pas que Sama Lukonde sera Premier ministre. Je pense qu'il sera plutôt plus le premier commissaire d'État. C'est-à-dire que comme c'est l'union sacrée, comme c'est la vision du président de la République, comme quiconque ne veut pas entrer dans l'union sacrée, comme quiconque ne veut pas réfléchir dans la vision du président de la République, est un homme qu'il ne faut pas considérer. Et donc c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va dicter tout. Et c'est le parti présidentiel. Permettez-moi, je n'ai pas encore consommé une minute par rapport au premier tour. Vous avez déjà donc, le parti présidentiel, IDPS, vous avez déjà vu même comment le secrétaire général Kabouya est en train de se présenter en disant tel ministre a bien travaillé, tel ministre n'a pas bien travaillé. Et donc, le gouvernement qui va être mis en place, comme le premier ministre a été désigné, sur la volonté personnelle du président de la République, il n'aura pas assez de marge. Et donc, le parti présidentiel va interférer plus dans des actions du gouvernement et le cabinet du chef de l'État interviendra plus également sur le Premier ministre qui n'aura pas assez de manœuvres pour exécuter ce qu'il doit faire. Alain Bolodjoa, maintenant c'est je crois que la deuxième prise de parole sur ce sujet. Exact. Les hommes compétents, il y en a beaucoup, ce sont des partis politiques. Les hommes expérimentés ou pétris d'expérience, il y en a. Les hommes... comment on appelle, d'une bonne moralité, il y en a. Ne soyez pas sceptiques. Et ceux qui ont fait preuve sur le terrain, on nous a démontré combien de jeunes sont actifs. Vous avez la parole. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, si nous avons le même référentiel, on allait en principe tomber et tirer les mêmes conclusions. Moi, personnellement, je n'en vois pas assez. Parce que vous pouvez trouver des gens qui ont une certaine probité, mais qui ne font pas la politique. Mais ceux qui font la politique, on peut le jauger sur base de leurs actes. Et nous savons tous que lorsque vous assumez de fonctions d'État, à la fin, on doit élaborer un rapport. Si on avait audité la République, je ne vois pas qui du FCC pouvait être classé parmi ceux qui ont une certaine probité. Parce que la plupart ont péché dans leurs actions. Et lorsque vous allez vers ceux qui prétendent avoir une certaine probité... Vous étiez kabiliste. Je n'ai jamais assumé de fonction d'État. Je n'ai jamais assumé de fonction d'État. Vous êtes quand même un homme crédible. Pourquoi vous mettez tout le monde dans les mêmes sacs? Non, mais attendez, nous parlons de quoi? Nous parlons de la constitution du gouvernement. Et pensez-vous qu'on va prendre mon ami pour faire de lui ministre? Qui? Non, je ne vois pas mon ami être pris pour être ministre. Pourquoi Parce que déjà, attendez. Parce que déjà, il y a un sérieux problème. Ce sont les autorités dites morales qui vont chercher à occuper les sièges. Si ce n'est pas le saint, eh bien, il y aura un autre... Si ce n'est pas le chef, il y aura une autre personne, soit son enfant, soit sa femme, et notre ami l'a dit. Notre souci, c'est plutôt de voir comment nous pouvons gouverner autrement. Parce qu'en réalité, l'espace politique est pris en otage par un groupe de gens. Des gens qui pensent qu'ils ont le titre de propriété de la République, ce sont eux qui doivent gérer. Mais ceux qui ont de l'expérience, pas de la compétence, parce que le pays étant en faillite pratiquement, on ne peut pas parler de la compétence. Tous sont échoués, tous sans exception. Parce que si vous prenez les politiques publiques mises sur pied, vous allez vous rendre compte que rien ne va. Il suffit de voir la plainte ou sinon les plaidoyers de la jeunesse pour vous rendre compte qu'en termes de création d'emplois, on n'en a pas créé assez. Vous prenez dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Vous avez dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la sécurité. Tous les secteurs de la vie sont au rouge. Tous les indicateurs. Ce qui veut dire que tous sont échoués. Alors, si nous voulons faire des choses autrement, on doit apporter un nouveau paradigme. On ne peut pas avoir, parce que sincèrement, nous devons le dire, Monsieur Jean-Michel ne sera qu'un simple assistant de la présidente de la République. Il ne fera rien du tout. Rien. Bon, je suis quand même... par rapport à tout ce qu'ils ont dit, vous ramassez un peu parce que c'est quand même trop fort. Hein. Je suis quand même très intrigué de voir sur ce plateau qu'on vient traiter un Premier ministre de commissaire d'État,
de quelqu'un qui est là à la solde... Simple assistant. Simple assistant, de quelqu'un qui est là à la solde du président de la République. Je crois que M. Mouchagaloucha devait plutôt rester dans la casquette de la société civile qui est gardienne, comme gardien de temple, que vouloir aujourd'hui que la société civile court derrière en fait le pouvoir comme ils le font, et ils font plutôt la politique politicienne et celle de l'Autriche. Ça c'est quand même très gravissime. On nous dit ici que le Premier ministre a été nommé par le président de la République, et de ce fait, il devrait se courber. Dans notre constitution, le Premier ministre a toujours été nommé par le président de la République. Et je suis étonné ici qu'on dise, bon, y a-t-il un Premier ministre dans ce pays qui n'a jamais été nommé par le président de la République, ou ailleurs, aux États-Unis, partout au monde, le Premier ministre est toujours nommé par le président de la République. Et donc, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre qui continue ses consultations, ce vendredi, il a reçu les associations, organisations socio-professionnelles, y compris quelques politiques. Alors, c'est pour dire qu'il va au-delà du travail fait par Modeste Bahati Lukwebo, qui était au Parlement. Alors, on sent qu'il y aura chance pour qu'on déniche des jeunes, des gens compétents, des gens crédibles, en dehors du Parlement, pour faire partie du gouvernement. Mais évidemment, c'est cette plaidoirie que nous avons fait sur ce plateau pour dire qu'on devrait aller. Est-ce que les chefs des partis politiques, la question est la suivante, est-ce que les chefs des partis politiques, comme en vol, les chefs, les autorités morales vont avoir le courage de présenter à Sama Lukonde ou de lui faire des propositions déjà dans le sens de lui permettre d'opérer un choix judicieux? C'est ça la principale question. C'est toujours difficile en fait au niveau de la classe politique, mais moi je me réjouis de ce que mon parti politique qui a comme président l'honorable Delis Sanga, où on n'a pas d'autorité morale, c'est un président du parti qui a toujours fait la promotion de tous les membres du parti et même de la jeunesse, et qui n'a jamais couru derrière le pouvoir. Ça, moi, je peux m'en assurer de mon côté, même si au niveau de la classe politique, le président Delis Sanga, vous ne le verrez jamais être candidat à quoi que ce soit, ou courir derrière le pouvoir. Mais le problème, c'est qu'on disait ici que l'Union sacrée ne devait pas rester que de députés. L'Union sacrée doit aller au-delà de la nation, parce qu'ici, je vous disais que les jeunes ont été reçus par le chef de l'État, par l'entremise de M. Patrick Katengo. Ils ont fait leur plaidoirie. Le Maman Maraîcher ont été reçus par le chef de l'État. Le Chegué ont été reçus. Les gens ont fait des plaidoiries. Et maintenant, il faut avoir des techniciens à tous les niveaux. Parce qu'ici, M. Alain disait qu'il faut éviter la compétence et d'aller dans l'expérience. Je dis ici qu'il y a des expériences qui ne valent rien. Bon, on vous nomme ministre ou on vous nomme directeur de cabinet de votre grand frère. Vous faites 10 ans et vous dites que vous avez l'expérience, même si c'est lui qui travaillait tout, qui faisait tous les dossiers, était votre dirkaba. Donc ça, ce n'est pas une question. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on aille détecter. J'ai parlé ici, j'ai cité ici le ministère de Jeunes. Et je vous ai parlé de ce que j'ai vu hier au Forum national de la jeunesse. Mais c'était pas la restitution, c'était pas la restitution de Sun City? Et plutôt d'Addis Abeba. Laissez-moi finir, M. Fabien. J'ai vu un jeune hier au Forum national de la jeunesse organisé par M. Katengo poser au prof Njoli une question essentielle sur l'article 36 de la Constitution, en ce que le travail est un droit pour tous les Congolais. Mais maintenant, ces jeunes, ils posent une question, ils disent, bon, maintenant, comme la majorité des jeunes que nous sommes, en fait, il parle de jeunes parce qu'il est président de jeunes ou quelque chose comme ça, il dit maintenant que cela n'est pas respecté en RDC, est-ce qu'on a violé la Constitution ou pas? Ça a été une question qui m'a piqué moi personnellement. Le problème aujourd'hui, c'est que on nous a parlé de l'emploi ici. En principe, le ministère de la Jeunesse devrait promouvoir l'emploi au niveau de jeunes. Mais qu'est-ce que le gouvernement que nous avons eu avant a fait? Est-ce que le problème ici, c'est avoir chaque acteur à sa place? Est-ce qu'au niveau, par exemple, du ministère de la Jeunesse, on a des gens qui ont réuni les jeunes dans le passé? Vous avez par moment dans ce pays, au ministère de Sport, quelqu'un qui n'a jamais touché même au football.
Vous avez quelqu'un comme ça comme ministre de sport et vous attendez quoi de lui? Vous avez des ministres de finances dans ce pays, des ministres d'infrastructures, quelqu'un qui n'a jamais été ingénieur. Vous l'avez comme ministre des infrastructures, comme on a vu Thomas Louaka dans ce pays, et finalement c'est de la foutaise. Donc vous avez quelqu'un qui maîtrise les droits qui vient. Ici, il faut respecter vraiment le domaine. C'est ainsi que nous disons que le chef de l'État, pour revenir à votre question, le chef de l'État, en nommant Sama Lukonde, qui est un des jeunes dont tout le monde a salué ici, conflictuel selon la société civile, le Premier ministre, que deux députés. Le Premier ministre ouvre maintenant la balle au niveau de la société civile. Je crois que M. Mouchagalouja, ici sur ce plateau, ouvre la balle au niveau de la jeunesse. Je crois que le leader des jeunes, le Patrick Atengo et les autres, iront voir le Premier ministre pour lui parler de plaidoirie des jeunes, afin que lui puisse détecter de vrais ministres, avoir de bonnes personnes à la bonne place. Alors, le choix, on sent qu'il est délicat. Claudel Chikamba, les partis politiques devant un fait accompli, les organisations socio-professionnelles et les autres forces vives de la nation n'auront pas assez de problèmes parce que de manière libre, ils vont parler au Premier ministre, mais les chefs des partis politiques, il faudra récompenser ceux qui lui ont mouillé le maillot. Est-ce que, à ce niveau-là, vous allez piquer des gens compétents, avec probité morale, expérimentés, alors que ceux qui ont mouillé le maillot aux côtés de l'autorité morale, durant des années, qui ont enduré, doivent rester sur le banc de touche? Bon, en principe, merci beaucoup pour la question. En principe, les personnes qui sont, d'abord le gouvernement lui-même, il est une émanation de ceux qui ont gagné les élections. C'est-à-dire, le gouvernement, en principe, c'est une affaire des politiciens. C'est-à-dire, ceux qui ont gagné les élections tirent, n'est-ce pas, on tire parmi eux les partis qui sont représentés au prorata de leur poids politique. Maintenant, on leur donne les ministères, en principe. Mais maintenant, au-delà... Mais les partis politiques ne sont pas une sorte de pépinière de l'intelligence, de l'expérience. C'est un problème. Et puis, c'est un problème. Et puis de ce que vous appelez bonne moralité. C'est un problème commun à beaucoup de partis politiques congolais. Ils doivent faire un effort pour avoir parmi eux des jeunes, justement, qui répondent à tous les critères qu'on avait évoqués dans les émissions précédentes. Et donc, le gouvernement qui sera une émanation, parce que si vous ne faites pas du gouvernement une émanation de la majorité au Parlement, il y aura un problème logique qui se posera, c'est le problème d'investiture. Vous allez arriver au gouvernement, au Parlement plutôt, le Parlement ne se reconnaît pas dans le gouvernement que vous avez formé au nom d'une certaine méritocratie, on n'investit pas le gouvernement. Vous refaites, on n'investit pas le gouvernement et on est obligé de changer le Premier ministre. Et donc je crois que M. Sama Lukonde, qui n'est pas un assistant du président de la République, qui ne sera pas non plus un commissaire d'État, parce que l'étoffe de cet homme, de cet ingénieur, qui par le passé a eu à récolter beaucoup de succès, il faut aller à la GECAMINE, voir ce que Sama Lukonde a fait à la GECAMINE, à peine nommé, pour voir que cet homme va devoir se repartir de ce carcan. Un carcan que nous avions posé depuis dans les émissions passées. On a dit qu'il y aura un problème entre la composante qu'il a proposée et ce que le président de la République voudra lui donner. Pour éviter cela, Sama Lukonde devra se munir d'une certaine envergure qui lui permette d'avoir réellement une certaine marge de manœuvre. Je comprends votre peur, mais comme je le disais, je crois en cet homme qu'il est capable de le faire. Il faut voir cela plutôt en termes de défi qu'en termes de qualificatif qu'il faudrait lui coller. Assistant du président de la République, c'est tellement péjoratif, à la limite insultant. Alors, moi je penserais ici également, par rapport maintenant pour répondre à votre question, que dans les partis politiques, il y a des jeunes qui ont milité. Mais quelle est d'abord l'essence même d'un parti politique? Un regroupement, un rassemblement de gens qui ont la même idéologie, dont le but essentiel est conquérir le pouvoir, l'exercer et s'y maintenir le plus longtemps possible. Le même objectif qui est au regroupement, au rassemblement, c'est le même objectif que chaque membre du parti politique doit avoir. Ça veut dire que même le jeune qui porte le drapeau doit avoir en lui cette ambition de conquérir le pouvoir, de s'y maintenir et de l'exercer. En ce moment-là, il peut contribuer réellement à ce que la lutte du parti puisse aller de l'avant. C'est pour dire que lorsque les gens ont le pouvoir, on ne va pas se le partager seulement entre l'autorité morale ou bien un petit de confiance. C'est comme ça que, à ce niveau-là, je crois que le Premier ministre doit être très regardant lorsqu'on propose les listes. Une personne qui a déjà été ministre
pendant l'époque de Joseph Kabila, une ministre pendant plus de 9 ans. À l'époque, il est PCA, il a déjà été... Et puis il dit, nous irons travailler là où on va nous envoyer travailler. Non, ce n'est pas le moment encore. Il faut que dans ce parti, dans ce regroupement-là, qu'on puisse prendre des personnes qui n'ont jamais été travaillées. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le gouvernement est une représentation, le Parlement doit se reconnaître dans le gouvernement, mais la population doit aussi se reconnaître dans le gouvernement. Le choix des personnes, des gens, justement, des gens crédibles, le choix qui ne des font pas personnes, partie des partis politiques, ces gens-là aussi accéder aux affaires. Mais le choix des personnes, oui. Le choix des personnes que vous faites, si le Parlement se reconnaît et que la population ne se reconnaît pas, c'est ce qu'on, vous pouvez tomber dans ce qu'on appelle une révolution populaire. Si la population sent qu'elle est prise en otage par les politiciens, le gouvernement, par souci de survie et d'investiture, prend des personnes qui sont en réalité des parias, que la population n'aime pas, il y a un problème. Je voudrais terminer quand même par dire que le président de la République doit tenir, devrait tenir compte, je crois, de ce mémorandum qui sera déposé par les jeunes qui ont tenu hier la restitution des assises d'Addis Abeba. Vous savez, avec M. Patrick Atengo, ils vont faire un mémorandum pour déposer au président de la République. Pour dire c'est en quelque s'il y sorte, a plus de ministres issus du gouvernement, du Parlement, eh ben, c'est en quelque sorte le cahier des charges. Mais je termine complètement quand même non, pour dire que il faut quand même aussi saluer le message qui a été porté au Premier ministre par des jeunes comme Bernard Kayumba, avec le regroupement AAC, qui sont allés réellement dire au Premier ministre que ça doit changer. Alors, maintenant vous avez chacun, lui il a déjà conclu, chacun 1 minute. C'est pas moi que ça devrait. Non, c'est d'abord lui. Ah, vous avez... Oui, non, oui. Non, je voulais quand même fixer rapidement là en 2 secondes que je n'ai pas parlé que le Premier ministre sera assistant. Ça sont des paroles d'Alain Borodjoa. J'ai dit seulement au regard du contexte dans lequel il a été nommé. Fort heureusement que Fabien, nous avons réfléchi ensemble. Vous avez dit qu'il sera commissaire d'État. Premier commissaire d'État, effectivement, premier commissaire d'État, parce que le travail que l'honorable Modeste Batouloukou a fait en tant qu'informateur, je ne pense pas qu'on a trouvé que c'est ACO qui avait plus de députés et c'est de l'ACO qui pouvait provenir le Premier ministre en tenant compte de la représentativité nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il ne fallait pas qu'on donne les critères. Voilà, il fallait faire les kiboudi-kiboudi. Oui, l'autre élément là où je ne suis pas d'accord avec mon frère Claudel parce que j'aime beaucoup sa réflexion, je pense que ça peut être des anciens ministres de ces gouvernements sortants qui peuvent être reconduits. Parmi ces ministres, nous avons quand même certains, avec les sondages, quelqu'un comme Claude Nyamugabo au ministère de l'Environnement, vous avez Julien Paloukou qui a dirigé l'industrie pendant cette période de Covid. Dans Patrick Katengo, vous êtes dans Nyamugabo. Vous avez quelqu'un comme Félix Moumat que vous avez cité qui est jeune. Bon, Papi Pong, je le soutiens, il est jeune parce que nous prenons cela, mais malheureusement, comme il vient d'un autre parti qui n'est pas dans l'union sacrée, il n'aura peut-être pas beaucoup de chance. Et donc, je pense qu'il y a quand même certains ministres qui remplissent les critériums de la probité morale, de la compétence et de l'expérience dans l'ancien gouvernement, sur lesquels Sam Lukonde peut poser également son choix. Vous avez, pour que finalement, merci Dieudonné Mouchagaloussa pour ce plaidoyer en faveur de ceux-là que vous avez cités. Peut-être qu'il pourrait revenir si Sam Lukonde vous écoute ou s'il tient compte de tous ces paramètres. Conclusion. Moi, je crois qu'il n'a pas assez de pouvoir. Si à décider par surprise ou quelqu'un proche de Fayoulou et aux affaires, ça sera de la haute trahison. Vous allez cesser de le fréquenter. Non, ça sera de la haute trahison. Mais ce qui est vrai, M. Jean-Michel n'a pas assez de pouvoir pour décider. Ce n'est pas lui qui décide, c'est M. Félix, ou sinon, c'est l'union dite sacrée. Mais ce qui est vrai, dans des pays sérieux, avant de fixer le profil, on a d'abord le programme. Ont-ils un programme? Parce que c'est sur base du programme qu'on trace le profil des personnes qui doivent assumer de fonctions. Et même Quel programme? Le programme de gouvernance. C'est sur base du programme de gouvernance qu'en principe, on devait basculer vers une coalition. Un autre ou bien... Non, il faut qu'il y ait un programme. On ne peut pas être Premier ministre sans programme. Il va exécuter quel programme? Il a quelle vision? Personne ne connaît sa vision. L'essentiel, c'est parce qu'il a été nommé par M. Vous êtes impatient, vous ne voulez pas attendre la session ordinaire de mars? Non, nous sommes plutôt dans l'approche de la révolution. Ce qui est vrai, lorsque M. Félix Séquel avait pris la parole pendant 36 minutes 46 secondes, il vous a dit clairement
il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui amène une autre idée que la sienne. Ce qui veut dire que ce que vous appelez Premier ministre, lui, il le considère comme un assistant. Quelqu'un qui va l'accompagner dans ce que lui fait. Et devant cette réalité, nous sortons du cadre constitutionnel. On est plutôt dans les émotions, on est plutôt dans l'approche, dans le souci de résoudre un problème à lui. Et devant cette réalité, vous l'appelez Premier ministre justement parce qu'il va couvrir, il va combler un vide qui s'est créé. Mais en réalité, il ne va pas servir la population. Merci. Il est là pour soutenir Félix Tshisekedi afin de favoriser la glissade. Votre conclusion, la tâche pour le Premier ministre maintenant est très, très, très difficile, mais pas impossible à vous entendre parler. Effectivement, donc moi je crois plutôt que s'il m'était permis de faire un gouvernement, je ferais, et je crois que le Premier ministre Sama Lukonde, qui est réputé d'un travailleur, un technicien, pourra le faire, qui, s'il m'était permis de faire un gouvernement, je ferais un gouvernement avec des gens comme le Délice Sanga, qui aujourd'hui ont le soutien à la fois de la population, qui sont de visionnaires. Je ferai un gouvernement avec les gens comme le Bernard Kayumba, qui ont fait de preuves au niveau du secteur privé, le Patrick Katengo, le Patrick Mouyaya. Je crois qu'il y a beaucoup de gens. Qui passent à la télé. Je ferai en tout cas un gouvernement de techniciens qui soit accepté et par notre population et par même le Parlement. Merci. Des noms que j'ai cités ici, soyez-en sûrs que ce sont des noms aujourd'hui au niveau de la population, ce sont des gens sans tâche, de bonne moralité, des gens intègres qui peuvent répondre. Écoutez, sur base de quel sondage? Mais vous avez Sur base de quel sondage? Pendant la transition. Vous avez son bilan. Merci. Quel bilan? Quel bilan? On n'a pas fait d'évaluation. M. Galousso, merci. Merci Alain Bolodjoa. Merci Claudette Chikamba et Wing Yanda. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, si nous avons été chez vous de cette façon, c'est grâce à toute une équipe. Nous sommes justement des maillons dans cette chaîne. À la réalisation, Carly Mabiala, Jocelyn Toumba, et puis Dédé à la prise des sons. Oui, derrière les caméras, ils étaient toute une équipe. Freddy, Arsène, et puis Djibril. Sans oublier, oui, Exaucé, l'unique femme caméra-woman ici. Alors, sous votre regard, vous êtes nombreux ici. Au revoir, à très bientôt. Nous attendons la fin des consultations et le gouvernement, on dit qu'il ne va pas tarder. Il n'y a que 2 semaines pratiquement pour se présenter devant les élus du peuple.